Ce soir, à partir de 19h, soirée culturelle sur Soundsmap. Suivez en direct la conférence sur Dali. Dali, tout ce que l'exposition ne vous a pas dit, présenté par Guillaume Peigné. L'entourage de Dali, de Gala au surréaliste, Dali et l'argent, le lien avec la politique, le faux Dali. Réagissez sur Twitter, #confdali et sur le Facebook de Soundsmap. Bonne soirée avec Dali sur Soundsmap. Bonsoir à tous, ça y est, il est 19h, bienvenue ici au 8 rue Juliette Daudieu au cœur du 10e arrondissement. Vous êtes quelques chanceux et chanceuses à pouvoir suivre physiquement entre guillemets cette conférence sur Dali. Alors la salle n'est pas très grande mais vous serez nombreux, je l'espère, à pouvoir écouter Guillaume Peigné, notre conférencier ce soir, de l'autre côté du transistor, sur votre ordinateur, sur votre smartphone ou votre tablette. Je rappelle le site pour profiter de cette conférence en live. Vous allez sur sounds-map.com et sur la homepage vous trouverez la conférence dans les derniers événements publiés. Vous avez juste qu'à suivre la moustache de Dali, vous nous trouverez forcément. Alors l'originalité de cette conférence, c'est que pour la première fois, mon cher Guillaume, vous allez pouvoir réagir, vous ici, et puis vous de l'autre côté, commenter, poser vos questions à notre conférencier grâce à l'interactivité de Soundsmap et aux réseaux sociaux. Pour rappel, mon cher Louis-Marie, sur Twitter, le hashtag de l'événement, c'est ConfDali tout attaché, donc hashtag ConfDali. Sur Facebook, vous pouvez laisser vos messages sur le mur de Soundsmap et puis enfin, vous pouvez aussi nous faire part de vos commentaires, de vos désaccords, de votre amour daliniesque sur contact@sounds-map.com. Vraiment, allez-y, j'insiste là-dessus parce que plus il y a de questions, plus l'entretien derrière sera riche. Alors, Louis-Marie se chargera tout au long de cette conférence de récupérer vos réactions et nous poursuivrons cette conférence de façon interactive. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Les thèmes de cette conférence, il y en a beaucoup. On va parler de l'exposition Dali, donc qui vient de se terminer. C'était le 25 mars dernier. Elle a eu lieu au Centre Pompidou. Et alors ce soir, pour clôturer le cycle Dali à Paris, Guillaume Peigné s'intéresse à la face caché de cette figure magistrale de l'art du XXe siècle, un artiste génial, doué dans tout ce qu'il a entrepris, une personnalité extrêmement complexe et un goût de la provocation insoupçonné qui ont rebiqué les moustaches de bon nombre de ses contemporains. Et encore aujourd'hui, ses prises de position, sa personnalité et son goût pour l'argent divisent. Ce soir, nous allons mettre en lumière avec Guillaume Peigné la face cachée de l'artiste, tout ce qui n'a pas été montré ou révélé pendant l'exposition. Nous allons le partager ensemble. Et alors Guillaume, vous allez évoquer tout d'abord l'entourage de Dali, de Federico Garcia Lorca, Gala, au groupe des surréalistes. On va parler de Breton, on va parler de Paul Éluard, qui l'ont admiré et puis rejeté. Ça aussi, c'est vraiment intéressant. Et vous découvrirez aussi qui étaient les impresarios du Catalan. Un autre thème brûlant, Dali et la politique. Je crois que c'est le premier thème dont nous allons parler. On va changer, on va commencer par un truc encore plus brûlant, quoi. De l'anarchiste syndiqué des années étudiantes passionné par la révolution russe, il se définissait au début comme socialiste puis apolitique. Son obsession d'Hitler, son amitié avec Franco seront autant de sujets brûlants abordés au cours de cette conférence. Et puis nous parlerons de Dali et de son rapport à l'argent, son goût de la grande vie, l'appât du gain, le rôle qu'a joué Gala notamment dans le business Dali. Et enfin nous aborderons avec Guillaume les faux Dali, les feuilles blanches signées par l'artiste, les fausses lithographies, les faux tableaux. C'est un programme très riche et qui ne vous laissera certainement pas indifférent. C'est pourquoi vraiment je vous encourage à réagir, à poser vos questions, à l'écrit comme à l'oral. Nous passerons avec Louis-Marie pour recueillir vos paroles. Alors Guillaume, pendant cette conférence, il y a des tableaux dont vous allez nous parler et je vous incite vraiment, vous les auditeurs, à aller sur votre ordinateur pour pouvoir admirer ces tableaux en même temps qu'on vous en parlera. Il y aura d'abord la pêche au thon, c'est ça? Oui, on peut peut-être les donner, comme ça les gens peuvent aller sur Google. Ce sont des tableaux qui sont très facilement trouvables. Pour des raisons techniques, mais aussi de droit, c'était plus simple de ne pas les mettre directement en ligne. Donc allez farfouiller, mais vous les trouverez facilement. Donc vous les donnez peut-être Oui, la pêche au thon qui a été exposée à Beaubourg. Ouais, pour la plupart, il n'y a qu'un tableau qui n'a pas été exposé, je le dirais. D'accord. Ouais. Le buste de Voltaire, ce sera le second tableau qui sera abordé. L'énigme d'Hitler, le portrait de Franco. Le pain catalan ou le pain anthropomorphe, il a deux titres, celui-là. Oui, c'est ça. Le jeu lugubre et enfin, buste de femme rétrospectif. Voilà, le seul tableau qui n'était pas dans l'expo, c'est le jeu lugubre, qui est dans une collection particulière et qui va choquer justement les surréalistes. Bon Guillaume, on va passer à la partie un peu protocolaire, je vais parler de vous, je suis désolé, il faut bien vous présenter pour celles et ceux qui vous connaissent pas encore. Pour connaître un peu mieux Guillaume, vous êtes enseignant à l'école du Louvre et conférencier, né à Tours.
Oui. Tourangeau, après une licence d'histoire et d'histoire de l'art, vous avez poussé jusqu'au doctorat d'histoire de l'art à la Sorbonne. Doctorat que vous avez consacré à la sculpture néo-baroque en France de 1872 à 1914, c'est bien ça? C'est ça, donc pas grand-chose à voir avec Dali. Non, mais c'est intéressant. Et puis en même temps, vous obtenez votre master de lettres modernes que vous consacrez au motif sculptural dans la poésie française du 19e siècle. Tiens donc, la sculpture. On y revient souvent. On y revient. Et après avoir enseigné 2 ans à Paris 4, vous travaillez aujourd'hui pour plusieurs universités américaines, l'université de l'Illinois, le Sweet-Briar College, ainsi qu'à l'école du Louvre et Drouot Formation. En tant que conférencier, vous organisez également des visites d'expositions et de musées avec des mots et des arts. Voilà, Laure qui est parmi nous, je la salue parce qu'elle fait partie des rares auditrices qui s'est déplacée. Et vous participez également à de nombreux colloques et vous publiez régulièrement aussi des articles pour la revue du Musée d'Orsay, le bulletin de la Société de l'Histoire de l'Art français. Une question, Guillaume, qu'est-ce qui vous a amené à vous passionner à Dali et à en parler ce soir? Concrètement, c'était le fait qu'on savait que ça était une exposition qui allait faire courir les foules, donc on avait tout de suite, c'est la première exposition qu'on a organisée ensemble avec des mots et des arts. Avant, je travaillais de façon plus indépendante. Et puis, ce qui m'a amené à proposer une conférence avec vous, c'est le fait que je pense que l'expo n'est pas très objective et qu'au final, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de sujets qui ont été mis de côté. Ouais, exactement. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de tabous dans l'expo, beaucoup de choses cachées. Et voilà, je pense que c'est bien de le dire au public parce que bon, on a quand même une fréquentation qui est un record, hein, plus de 960 000 personnes qui ont visité l'expo. C'est presque 6 000, un peu plus de 6 000 au-dessus de l'Expo Hopper. On voit que le personnage attire encore les foules. Il a toujours attiré. Il avait déjà attiré lors de la première grande rétrospective Dali en 79. Là, il y avait 800 000, mais les conditions d'entrée étaient plus limitées. Donc, en gros, le record n'a pas été battu, si vous voulez, en taux de fréquentation, mais en nombre de visiteurs, oui. Donc voilà, alors je pense que dans ces 960 000 personnes, il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant du Dali caché, comme vous disiez à l'instant. Et ça fait partie de l'intérêt aussi qu'on porte à cet artiste qui est hors du commun. Oui, c'est vrai. Mais je pense que si en fait on continue de pas mettre ces choses en valeur, les générations qui viennent oublieront le Dali de la fin. En tout cas, dans ce qu'il avait peut-être de moins reluisant. Oui, moins reluisant, oui. On va en parler justement avec la politique. Ce sera Dali et la politique. Ce sera votre premier thème. Posez vos questions, réagissez via Twitter. Je vous redonne le hashtag, c'est #confdali tout attaché. Et puis le mail contact@sandsmap.com. Guillaume Peigné, c'est à vous. Vous pouvez l'applaudir parce que il faut l'encourager, voilà, au public. Merci. Eh bien, écoutez, on va commencer avec 2 petites citations du journal d'un génie de Salvador Dali que vous pouvez trouver. Il a été republié récemment dans la collection de Gallimard qui s'appelle L'Imaginaire. C'est un ouvrage que Dali a publié en 1964. Il a été l'auteur de beaucoup d'autobiographies. À tel point d'ailleurs qu'il y en a qui lui ont accordé des vrais dons d'écrivain. Je vais pas mettre, on n'a pas mis le lien sur le site, mais il y a une interview à la radio du Luxembourg avec une émission célèbre, Samélie Nothomb, qui disait qu'elle était fanatique du journal d'un génie de Dali. Bon, alors je vais vous en citer 2 passages pour vous mettre dans l'ambiance. En mai 52, voilà ce qu'écrit Dali dans son journal. Je précise d'ailleurs, je vais utiliser pas mal de citations, on les mettra en ligne après la conférence, hein, quand les gens voudront la voir en podcast, ça sera toujours utile. Et je mettrai les références, parce que je ne cite pas de sources aléatoires, évidemment. En mai 52, voilà ce qu'écrit Dali. « Dès que j'appris qu'Hitler venait de mourir d'une manière toute wagnérienne, dans les bras d'Eva Braun à Berlin, je réfléchis 17 minutes avant de prendre une décision irrévocable. Salvador Dali allait devenir la plus grande courtisane de son époque, et je le devins. Ma prudence me conseilla fortement 2 choses. 1, de faire ma prison le plus tôt possible, et cela fut fait. 2, de devenir autant que possible légèrement multimillionnaire, et cela aussi fut fait. » Je cite ce passage parce qu'il y a la question hitlérienne, on y reviendra, puis il y a la question de l'argent, ce sera aussi l'un des objets de notre conférence. 1er septembre 58, voilà ce qu'écrit Dali. « Il est difficile d'attirer l'attention tendue du monde plus d'une demi-heure de suite. Moi, j'ai réussi à le faire pendant 20 ans, et chaque jour. Ma devise a été que l'on parle de Dali, même si on en parle en bien. » Alors, on n'en a pas toujours parlé en bien de Dali.
mais c'est quelqu'un qui a beaucoup parlé de lui-même. Au final, je donne juste un chiffre, entre 1928 et 1989, année de sa mort. 28, c'est un an avant l'arrivée à Paris, c'est, je dirais, le début de sa carrière, même s'il a fait sa première exposition en 25. Donc entre 1928 et 1989, Dali, c'est 350 interviews dans la presse écrite, sans compter bien sûr la télévision et la radio. Et Dali a su utiliser les médias, sauf que bon, il les a utilisés peut-être de façon, je dirais, ciblée, certains diraient perverse. Dans une interview au journal télévisé, il qualifie les médias de grand instrument de crétinisation des masses. Dans une de ses interviews en 64, il dit, je cite, « À cause de moi, on sera bien un jour obligé de s'occuper de mon œuvre ». C'est une phrase qui est restée célèbre. L'idée, c'est que, si vous voulez, Dali a fait son autopublicité en tant qu'homme, et que cette autopublicité avait pour but d'attirer l'attention sur son œuvre picturale. Donc toutes les phrases de Dali, je pense notamment, même la démarche publicitaire, hein, il a fait de la publicité pour des chocolats et ainsi de suite, relevaient d'une sorte de stratégie. C'est un des points de vue défendus dans l'exposition du Centre Pompidou. Une stratégie qui visait en fait à attirer l'attention sur lui et évidemment, à contre-coup, c'était d'attirer l'attention sur son œuvre. Alors est-ce que ça a marché ou pas? A priori oui, parce que quand on voit quand même, il est l'un des artistes qui rassemble le plus de monde pour une grande exposition. Alors cette exposition, moi j'en ai été très déçu pour être honnête quand je l'ai vue, parce que je trouve qu'elle manquait beaucoup d'objectivité. Et puis je suis pas sûr qu'elle était si réussie que ça, notamment dans la scénographie. Alors après, je pense justement, j'aimerais bien que les gens qui ont vu l'expo nous donnent leur avis, parce qu'on peut être totalement opposé au mien. Mais il faut savoir que pour les personnes qui ont vu l'expo, l'exposition était faite une sorte de grand U. Et dans ce U, il y avait deux branches du U qui étaient très importantes. On évoquait le début de Dali jusqu'à l'apogée surréaliste. Et puis il y avait une deuxième partie qui était consacrée au Dali de la fin. Alors le Dali de la fin, c'est souvent le Dali qui a été critiqué, justement. Philippe Dagen, dans Le Monde. Alors, bon, Dagen est l'un des grands critiques d'art. Évidemment, être critique au Monde, c'est généralement offrir une sorte de vision assez objective. Voilà ce qu'écrit Dagen. La rétrospective actuelle, c'est un article du 22 novembre 2012. La rétrospective actuelle pose implicitement la question, et par sa présentation et par l'équilibre qu'elle établit entre les divers moments de l'œuvre de Dali. Elle y répond en soutenant, à rebours des idées reçues, que le second Dali, celui d'après 45, n'est pas moins intéressant que le premier. Aussi a-t-elle été divisée en deux parties égales, de longs espaces qu'aucune simèse ne barre et que ponctuent des kiosques carrés. C'est vrai que dans l'exposition, dans la première partie, vous aviez des kiosques carrés avec les dessins, et dans la deuxième partie, des kiosques avec des vidéos. Donc si vous voulez, l'idée c'était de dire que le Dali d'après 45 était aussi intéressant que le Dali surréaliste, celui qui n'a jamais fait de contestation possible, l'objet de contestation sur le plan esthétique notamment. Alors la scénographie était particulière. Dans le Figaro.fr, Valérie Duponchel écrit « On s'attendait à un remake frileux de la rétrospective exubérante de 1979 ». C'était cette dernière grande exposition Dali qui avait réuni 800 000 visiteurs. Dali était encore vivant. Et Dali avait proposé une scénographie assez particulière. Et cette scénographie, a priori, elle a été reprise dans l'exposition de cette année. Mais je vais vous prouver le contraire, en fait, parce que les avis divergent. Alors voilà ce que dit le Figaro.fr. C'est Jean-Hubert Martin, l'un des grands commissaires d'exposition, qui dit, je cite, « La scénographie de notre Dali est partie de deux choses. Nous voulions faire entrer le visiteur par un œuf, lui faire suivre la méthode paranoïaque critique de la pensée dalinienne et le faire sortir par son cerveau. Dans une lettre de 1978, Dali voulait, donc ça c'est le deuxième point qui est le plus important, parce que c'est vrai qu'on entrait dans l'exposition à travers un œuf, qui rappelait les images prénatales que Dali a souvent mises en avant pour expliquer certaines de ses visions. Mais c'est surtout la mise en place des tableaux qui était intéressant. Donc, dans une lettre de 1978, Dali voulait, cite l'un des commissaires, que ces tableaux soient exposés sur les murs du pourtour et que le centre soit vide. Hormis l'épine dorsale violette réservée au Dali de la théâtralité et du cinéma, nous lui avons obéi. Sauf que on n'est pas certain qu'il lui ait complètement obéi.
Alors là, je vais me servir d'un livre sur Dali qui est très répandu. Je peux citer l'éditeur, je crois qu'on a. C'est Taschen, qui est écrit par Robert Descharnes et Gilles Néret. Robert Descharnes qui a été l'un des derniers agents de Dali. Donc on n'entre pas forcément dans un livre objectif. Voilà. Alors je cite... c'est encore en France qui organisa en 1979 une des plus importantes expositions Dali, sinon les plus complètes, que le vernissage fut couronné par un happening de la grève des femmes de ménage. C'est vrai qu'il y a eu une grève qui avait retardé l'ouverture de l'exposition. On n'a respecté aucun de ses désirs. Donc là, on parle de l'ancienne expo. Hein. Et Descharnes précise ses désirs. Dali voulait, je cite... que l'on accroche ses œuvres les unes au-dessus des autres, comme au salon du siècle dernier. C'est vrai que dans les salons, au Louvre notamment, au XIXe siècle, on exposait les salons les uns au-dessus des autres, parfois 4 les uns au-dessus des autres, pour couvrir tout le mur. C'est ce que Dali était censé... Alors, Descharnes, il connaissait bien Dali, parce qu'il a été son dernier impresario, on va dire. Donc il voulait que l'on accroche ses œuvres les unes au-dessus des autres, comme au salon du siècle dernier, afin que l'on puisse voir tout Dali en un seul coup d'œil. Si on prend le point de vue du Taschen, c'est pas du tout ce qui a été fait dans l'exposition du Centre Pompidou. Il avait également souhaité, en s'inspirant de son traité des guirlandes et des nids, que soit réalisée une gigantesque illustration de la guirlande originelle. Cela aurait dû séduire pourtant un musée spécialisé dans l'art poubelle, pardon, l'art conceptuel. C'est le Centre Pompidou qui est désigné ici dans le livre Taschen, parce que le Centre Pompidou a souvent eu la réputation de défendre des artistes d'avant-garde que Dali détestait. Alors, c'est intéressant aussi de poser la question, pourquoi est-ce que le Centre Pompidou, qui se veut justement un des grands porteurs de l'avant-garde du XXe siècle, ait choisi Dali pour faire une rétrospective qui a sans doute coûté beaucoup d'argent, parce que les gens qui ont vu l'expo, vous avez vu, il y a eu beaucoup de moyens dans l'expo, rien que passer les films en boucle comme c'était fait. Et en fait, on consacre une immense exposition à un artiste qui a fini à l'Académie. Il a été élu à l'Académie en tant que correspondant étranger au milieu des années 70. Donc en gros, Dali, ça serait un anti-moderniste, ça ne correspondrait pas au Centre Pompidou. Pourquoi est-ce que le Centre Pompidou a fait une expo Dali ? C'est une question à laquelle je vous laisse peut-être répondre ou qu'on pourra évoquer dans le débat. Est-ce qu'il n'y a pas une motivation mercantile ? Évidemment, c'est une réponse possible. Voilà, donc ça c'est pour l'introduction sur l'exposition. Et maintenant, on va passer au premier chapitre. Dali et la politique. Alors, pour Dali et la politique, je voudrais qu'on commence par le buste de Voltaire. Je pensais parler de la pêche au thon, mais la pêche au thon, je vais la garder pour la fin. Donc, si vous avez le buste de Voltaire, il y a deux versions de ce buste de Voltaire. Il y a une version avec Gala sur la gauche, et il y a une version sans Gala. La version sans Gala, c'était celle qui était présentée à l'exposition du Centre Pompidou. Quand j'ai lu la notice rédigée par Jean-Hubert Martin, donc l'un des grands commissaires de l'exposition, je suis resté un peu dubitatif sur l'interprétation du tableau. Alors je vais vous citer un passage, là je prends le catalogue de Beaubourg, hein. Je vais vous citer un passage de la notice. Je commence au milieu de la notice, où Jean-Hubert Martin cite Dali, qui aurait dit, je cite, là on est dans le Dali de Gala, c'est-à-dire c'est Robert Descharnes qui avait consacré une biographie à Dali avec beaucoup de sources, entre guillemets, directes. Dans ma vie, Gala anéantit l'image de Voltaire et de tout vestige possible du scepticisme. C'est ce qu'aurait dit Dali. Voilà maintenant ce qu'écrit l'auteur du catalogue et de l'exposition, Jean-Hubert Martin. Le contexte politique de l'époque, en particulier l'antisémitisme ambiant, mené jusqu'à l'extermination par les nazis, ne force-t-il pas à pousser plus loin l'interprétation ? Alors on va essayer de le suivre dans cette interprétation. Je continue la notice. Dans les versions non expurgées des premiers textes de notre philosophe national, figurent des propos racistes et antisémites que ces écrits postérieurs ont atténués. Qui parle de Voltaire, hein. La traite des esclaves, entre guillemets, il cite Voltaire, la traite des esclaves démontre notre supériorité. Celui qui se donne un maître était né pour en avoir, selon Voltaire, qui prête aux juifs bien d'autres vices que celui de pratiquer l'usure. Bon, en gros, cette notice elle est plus consacrée à Voltaire qu'à Dali. Il y a une sorte d'attaque en règle de Voltaire qui aurait été
comme d'autres philosophes des Lumières, mal éclairé sur l'esclavage. Je passe un petit peu... je continue la notice. Il dit d'eux qu'ils assassinent leurs maîtres quand ils sont esclaves, et s'ils ont été presque toujours asservis, ce fut leur faute. Dans une lettre, il part toujours de Voltaire, dans une lettre qui s'est entre-temps révélée être un faux. Alors, pas la peine de la citer, puisque c'est pas Voltaire qui parle, mais bon. Dans une lettre à l'armateur négrier Michaud de Nantes, Voltaire se félicite de l'achat d'esclaves pour soustraire à la mort tant de malheureux nègres. Je me réjouis d'avoir fait une bonne affaire en même temps qu'une bonne action. Fin de citation de Voltaire. Et là, je reprends l'auteur du catalogue. La résurgence de l'esclavagisme, avec des camps de concentration, et l'antisémitisme présent chez Voltaire ferait disparaître l'image de tolérance dont jouit le philosophe. André Breton témoignait en 1939 du racisme auquel Dali souscrivait et attribuait l'origine des mots de l'époque. Je ne cite pas toute la notice, mais cette notice me paraît très ambiguë, parce que qui est-ce qui est attaqué ici? C'est Voltaire ou c'est Dali? Où se place Dali par rapport à Voltaire? A priori, on n'en sait trop rien. Alors, il est fait allusion à une notice un peu raciste, à une tendance peut-être raciste de Dali, qu'aurait cité Breton. Alors, c'est très facile à trouver. Vous prenez le surréalisme de Breton, le surréalisme et la peinture, de Breton, l'édition Folio Essai, page 194, et voilà ce que dit Breton. Je cite: Dali professe en février 1939 « C'est de lui-même que je le tiens, et j'ai pris le temps de m'assurer que toute espèce d'humour était exclue de ce propos, que tout malaise actuel du monde est racial, et que la solution à faire prévaloir est concertée par tous les peuples de race blanche, la réduction de tous les peuples de couleur à l'esclavage. » Je ne sais quelle porte une telle déclaration peut faire ouvrir à son auteur en Italie et aux États-Unis, pays entre lesquels il oscille. Alors c'est vrai que Dali a fui la guerre d'Espagne pour aller en Italie en 1936, ensuite en 1940 il a fui l'Europe pour aller s'installer aux États-Unis. Donc je ne sais quelle porte une telle déclaration peut faire ouvrir à son auteur, mais je sais quelle porte elle lui ferme. Je ne vois pas après cela comment on pourrait encore tenir compte de son méchage dans les milieux indépendants. Donc bon, je reprends quand même la partie la plus forte de ce que Dali aurait dit. Et Breton dit bien qu'il n'y avait pas d'humour dedans. Il a tenu à s'en assurer. Tout le malaise actuel du monde est racial et la solution à faire prévaloir est, concertée par tous les peuples de race blanche, la réduction de tous les peuples de couleur à l'esclavage. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Moi, ce qui me gêne, c'est que dans la notice de l'exposition du Centre Pompidou, on cite Voltaire et on cite le fait que Voltaire était pas très clair sur l'esclavage. Mais, à la fin de cette citation, on met André Breton témoignait en 1939 du racisme auquel Dali souscrivait. J'aurais bien aimé qu'on cite André Breton, et j'ai rectifié un petit peu cet oubli du catalogue. En vous le citant, vous le retrouverez très facilement, on mettra la citation en ligne. En revanche, maintenant, quelle est la position de Dali sur Voltaire? C'est difficile à trouver. Voilà ce que Dali écrit dans Les Aveux inavouables, 1972, l'une de ses nombreuses autobiographies. L'illustre monsieur Voltaire, je cite, possédait un genre particulier de pensée qui fut le plus fin, le plus clair, le plus irrationnel, le plus stérile et le plus erroné, non seulement en France mais au monde. Voltaire ne croyait ni dans les anges, ni dans les archanges, ni à l'alchimie, et n'aurait pas cru à la valeur des portes de métro 1900 de Paris. Alors là, on revient dans le Dali est très ambigu, parce que c'est tout le problème du Dali et de la politique, c'est que c'est quelqu'un qui jouait beaucoup sur l'humour de mauvais goût parfois, et au final, on a du mal à savoir où situer Dali. Alors qu'est-ce que pensait Dali de Voltaire? Si je reprends cette citation, que Voltaire, en fait, c'était un penseur stérile et erroné, et surtout parce qu'en fait, il ne croyait pas aux anges. Dali a raconté qu'après 1945, et sa conversion religieuse, conversion c'est un grand mot, mais son retour à la religion, on va dire, Dali a raconté qu'il croyait aux anges, concrètement. Et surtout, l'une des grandes passions de Dali, on le sait, c'est Guimard et les stations de métro, c'est l'art nouveau. Donc en fait, Voltaire n'aurait pas aimé le style, ce qu'on appelait style nouille, que Dali adorait. Vous m'avouerez que le rapport politique entre Dali et Voltaire est très difficile à expliciter, et je pense que l'exposition n'a pas fait le point là-dessus, pas du tout, elle a même contribué à embrouiller. Deuxième point, sur la politique, Hitler. Alors là, c'est un point important, et dans l'exposition, il y avait l'œuvre clé
de cette relation ambiguë, complexe, œuvre qui s'intitule L'énigme d'Hitler. Alors c'est une œuvre sur laquelle je voudrais insister parce que pour les personnes qui ne voient pas la photo, enfin l'image, ça représente une assiette avec dans l'assiette une petite, comme une sorte de carte d'identité d'Hitler qui est découpée, en fait une photo déchirée où on ne voit plus que le visage. Et au-dessus, il y a un téléphone cassé qui symboliserait la rupture de toute possibilité de dialogue diplomatique avec Hitler suite aux terribles accords de Munich. Alors la relation à Hitler, elle est très complexe. Je vous lis une déclaration de Dali, on est en mai 1936, dans les cahiers d'art. Je déclare que la croix gammée réelle est phénoménologique, non celle des hitlériens qui en sont inconscients. La croix gammée, vieille comme le soleil chinois, réclame l'honneur de l'objet. Alors, bon, ce qui n'a pas plu vraiment, c'est qu'évidemment, c'est quand même malvenu en mai 36 de faire l'éloge de la beauté plastique de la croix gammée, qui, je vous le rappelle, n'est pas une invention des nazis. On la retrouve beaucoup dans la culture orientale, notamment. C'était malvenu, si vous voulez, de faire cet éloge. Et c'est vrai que Dali a fait part, assez régulièrement, dans plusieurs interviews, de sa fascination. Je tiens au terme parce que admiration, ça serait pas du tout juste par rapport à Dali, de sa fascination pour le personnage d'Hitler. Donc là, je pèse mes mots parce que je veux pas non plus... c'est vraiment un rapport très, très, très complexe. Pour le personnage, alors notamment, Dali a raconté qu'il rêvait de voir Hitler en travesti. Parce que pour lui, ça serait une image superbe. Il était fasciné notamment par le côté dodu d'Hitler lorsqu'il portait son costume militaire, avec ses épaules un peu boudinées, quoi. Le tableau principal, donc l'énigme d'Hitler, c'est un tableau dont l'interprétation a toujours divisé. Alors Dali s'est expliqué dessus, en 1942, je cite, dans sa vie secrète, qui a été son premier ouvrage de mémoire, il écrit « C'est un tableau très difficile à interpréter et dont la signification m'échappe encore. Il se constituait sans doute la transposition condensée des rêves qui m'avaient assailli après Munich. » Pour certains, le tableau aurait été commencé avant les accords de Munich, mais bon, difficile à savoir. Le tableau me paraissait chargé d'une valeur prophétique et annonçait la période médiévale qui allait étendre sa grande ombre sur l'Europe. Ce tableau, je ne vais pas en faire le commentaire, je voudrais résumer en fait la querelle sur la figure d'Hitler qui a amené la première grande rupture avec le groupe surréaliste et notamment avec Breton. Ce qui s'est passé, c'est que Breton a été un peu excédé des déclarations de Dali sur sa fascination pour Hitler. Il a été sommé de s'expliquer. Et d'ailleurs, Dali confie ce passage dans le journal d'un génie, donc dans l'édition L'Imaginaire Gallimard, page 29-30. Je ne vais pas pouvoir vous citer tout le passage, donc je résume quelques éléments. Mais Dali dit « Les choses s'aggravèrent lorsque la nouvelle se répandit qu'Hitler aurait aimé, dans certains de mes tableaux, tout ce que j'avais mis de signes, de solitude, de mégalomanie, de wagnérisme, de Jérôme Boschisme. » Il fait référence à Jérôme Bosch, le grand peintre allemand de la Renaissance, hollandais de la Renaissance, qui était célèbre pour ses petits monstres. Je demandais à Breton de convoquer d'urgence notre groupe en séance extraordinaire pour discuter de la mystique hitlérienne du point de vue de l'irrationnel nietzschéen et anti-catholique. Alors là, c'est du Dali tout craché parce qu'il perturbe un petit peu, évidemment, le discours. Faut savoir que dans le groupe surréaliste, l'anticatholicisme est une chose très importante. Donc, le but, c'est si vous voulez, de s'opposer à la culture catholique par le biais du blasphème notamment, ce que Dali fera très bien dans certains tableaux. De plus, je considérais Hitler comme un masochiste intégral possédé par l'idée fixe de déclencher une guerre pour la perdre ensuite héroïquement. Donc, vous voyez, c'est toujours très ambigu parce que faire de Hitler un masochiste intégral, c'est quand même pas un éloge, hein. On en est loin. Et je passe un petit peu sur la citation. Le rôle féminin et irrésistiblement loufoque que j'attribue à la personne d'Hitler aurait suffi à me faire qualifier d'iconoclaste par les nazis. Hitler ne m'intéressait qu'en tant qu'objet de mon délire, parce qu'il m'apparaissait d'une valeur catastrophique incomparable. Le terme catastrophique est intéressant. En fait, Dali est fasciné par le personnage historique qui va conduire l'Europe dans un gouffre incommensurable.
La vérité éclatait au grand jour, continue Dali. On ne pouvait pas être un surréaliste intégral dans le groupe qui n'était guidé que par des mobiles politiques de partisans. Alors la rupture, elle est claire. Dali se sépare de il n'a jamais été vraiment très à gauche. C'est vrai que dans sa première période d'apprentissage, lorsqu'il est à Madrid, il s'abonne à l'Humanité, mais c'est un abonnement qui va durer 1 an. Après, il le change pour la revue L'Esprit Nouveau du Corbusier, qui n'est pas du tout politique. Et finalement, si vous voulez, Dali a très vite eu une attitude politique sans doute plus conservatrice. Mais ce qui est sûr, c'est que le groupe de Breton, dans les années 30, s'engage beaucoup plus à gauche, plus proche du Parti communiste, et c'est ce qui amène la rupture. Alors, on va faire une sorte de procès Dali. Je résume en gros l'histoire, c'est que Dali va venir chez Breton. On convoque les gens du groupe surréaliste, et Dali raconte qu'il avait une angine ce jour-là. Alors il est arrivé pour comparaître devant Breton. Comparaître, c'est comme ça qu'il a ressenti. Il faut avouer que Breton était quelqu'un de très autoritaire. Il a quasiment exclu du groupe surréaliste tous ses membres éminents. Il a fini tout seul après la Deuxième Guerre mondiale. Donc il faut quand même aussi tempérer, si vous voulez, l'exclusion de Dali. Mais Dali est arrivé chez Breton avec un thermomètre dans la bouche, en disant qu'il avait une angine. Alors vous comprenez que pour s'expliquer sur Hitler, c'était peut-être pas la meilleure position à adopter. Mais Dali a été défendu par certains. Je cite juste un passage d'une lettre d'Éluard que nous mettrons en ligne. Vous pourrez en lire un plus grand commentaire. Il est évidemment nécessaire d'enrayer le délire nazi de Dali, nazi mis entre guillemets par Éluard, qui écrit à Breton parce qu'il ne peut pas venir au procès Dali, entre guillemets. Et on est en janvier 1934. Dali nous a apporté des quantités d'idées nouvelles et brillantes, et sa passion du surréalisme, quoique absolument hors des cadres, est incontestable. Ma tristesse, mon pessimisme viennent de ce que je désespère vraiment, de ce que nous pourrions faire en commun sans lui. Donc Éluard ne veut pas se séparer de Dali parce qu'il pense que son talent esthétique est trop fort et que quelque part ça ne mérite pas de l'exclure du groupe. Dernier mot maintenant sur Franco. J'insiste beaucoup sur la politique parce que je pense que c'est l'une des questions qui est la plus complexe sur Dali. Après, je ne veux pas mettre en accusation les organisateurs de l'exposition parce que je pense que tout ça est trop frais, entre guillemets, et trop récent pour qu'on ait un point de vue objectif. Il y avait une exposition il y a longtemps au Centre Pompidou qui s'appelait Face à l'Histoire, qui essayait de montrer, si vous voulez, le rapport entre les artistes et la politique au XXe siècle. Et il est clair qu'on n'a pas assez de distance pour donner, a priori, un point de vue objectif là-dessus. Ce qui était un peu embêtant dans l'expo, c'est que le rapport entre Dali et l'histoire et le Dali à la politique, il faisait partie de la deuxième moitié du U. C'est-à-dire, on avait basculé cette période dans la période du Dali publicitaire, la période du Dali des happenings avec les écrans vidéo. Et à mon sens, ce n'était pas rendre service à cette question très complexe qui mérite des commentaires plus longs et surtout même des recherches encore, à mon sens, dans les années qui viennent. Justement, cette deuxième partie du U, elle s'ouvrait sur la gauche par un portrait de Franco. Donc, tu ouvrais l'œuvre facilement là aussi, parce que je vais en parler un petit peu. Ce portrait de Franco, son titre a été donné de façon tardive. En fait, c'est une œuvre qui, comme souvent, est une image double chez Dali. On y voit un tableau avec une femme dans le style de Vermeer, et puis on s'aperçoit au final qu'il y a un visage qui est dessiné, et ce visage serait le visage de Franco. Alors, le rapport entre Dali et Franco, il est beaucoup moins complexe historiquement. Voilà ce qu'écrit Dali dans sa vie secrète, en commentant un autre tableau qui était à l'exposition, qui s'appelait Cannibalisme d'automne. Ces ibères, il parle de son peuple évidemment, ces ibères qui se dévorent mutuellement, représentant tout le pathétique d'une guerre civile considérée comme un pur phénomène d'histoire naturelle, à l'opposé de Picasso, qui la considère comme un phénomène politique. En fait, Dali, si vous voulez, considérait le phénomène, c'est ce qu'il dit dans sa vie secrète, considérait la guerre civile espagnole comme une sorte de phénomène d'histoire naturelle. Alors évidemment, la formule est un peu provocante. Si vous regardez, il y avait beaucoup de flageolets, notamment, dans ces tableaux de la guerre, parce que les flageolets, c'est une sorte de métaphore des morts, des corps sacrifiés par la guerre.
Bon, Dali, si vous voulez, n'a pas du tout été insensible. Il a fui la guerre d'Espagne, il est parti en Italie, et il a expliqué pourquoi. Je cite: les horreurs de la guerre civile et la révolution qui ont ravagé mon pays ont eu pour conséquence d'exacerber ma passion pour l'esthétisme. Et pendant que mon pays se questionnait sur la mort et la destruction, je questionnais un autre sphinx, celui de l'avenir imminent de l'Europe, la Renaissance. Dali, en fait, a fui la guerre civile espagnole. Alors évidemment, ça lui a été souvent reproché par d'autres artistes. On pense à Picasso, on pense à Miro, qui étaient catalans comme lui et qui se sont engagés en 1937, au moment de l'exposition universelle. On pense à Guernica, mais bon, Miro aussi, hein, je pense à González aussi, qui est un sculpteur catalan. Dali était complètement à côté, si vous voulez, de cet engagement catalan contre le franquisme. Alors que son père était quand même plutôt républicain. Dans le catalogue du Centre Pompidou, cette question-là n'est pas trop abordée non plus, mais quand même, voilà ce qu'écrit Thierry Dufresne, qui s'est occupé justement de cette partie sur la politique et l'histoire. L'article du catalogue s'intitule « Dali préfère le mythe à l'histoire ». C'est page 222 du catalogue. Dali n'ira-t-il pas, après avoir rencontré Franco, jusqu'à justifier l'exécution de militants de l'ETA en septembre 1975 ? Alors en effet, c'est ce qu'il a fait. Mais là aussi, le catalogue du Centre Pompidou raccourcit l'histoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de citation. Alors je vais vous citer quand même ce que Dali a dit au moment de l'exécution de ses membres de l'ETA. Dali a affirmé, je cite, « Franco est un saint et l'Espagne deviendra un pays où il n'y aura plus de terroristes, parce qu'ils vont être liquidés comme des rats. La liberté, c'est de la merde. » J'ai pris ça dans le livre, à mon sens, le plus objectif sur Dali, que je mettrai d'ailleurs aussi en bibliographie dans les premiers livres sur le site. C'est le livre de Penado et Rojas. Je ne parle pas espagnol, vous m'excuserez. Rojas, voilà. Penado et Rojas. Ça s'appelle Dali, c'est publié chez Hazan en 2003. Et c'est un livre qui a abordé beaucoup de points que je mets en exergue avec vous aujourd'hui. Donc, on en parle dans le catalogue. Hein. Dali a justifié l'exécution des militants de l'ETA en septembre 1975. Et voilà ce qui est dit juste après. Ce qui est écrit, à la même époque, fait plutôt rare dans l'Espagne franquiste, il recevait de jeunes hippies dans sa maison de Portligat, posant en patriarche bienveillant d'une troupe dionysiaque. Bon, alors, on a l'impression d'équilibrer, si vous voulez, l'engagement de Dali, qui dit des mots assez forts contre les terroristes de l'ETA par le fait qu'il accueillait des hippies dans sa villa. Je ne sais pas si l'un équilibre l'autre, mais c'est ce qui est dit assez explicitement ici. Alors, Portligat, ça a été la résidence de Dali dans la deuxième moitié du XXe siècle. Il faut savoir qu'en 1953, Franco l'a classé site national pour éviter qu'on construise autour la maison de Dali. Dali est revenu en 1945 en Espagne. Il a même exhorté Picasso à faire de même. Évidemment, Picasso n'a pas suivi le conseil. Et c'est vrai que Dali n'a jamais caché ses bons rapports avec le régime franquiste. Mais alors, soyons clairs aussi là-dessus, il n'y a pas de lien direct avec Franco. D'ailleurs, tout laisse à penser que Franco appréciait pas trop Dali parce que sa biographie un peu polémique, qui s'appelait la vie secrète de Salvador Dali, où Dali racontait ses expériences sexuelles, adolescents et tout ça, ça n'a pas plu au régime franquiste parce que ce livre a été interdit en Espagne jusqu'en 1981. Le franquisme qui lui a aussi pris un ami, Federico Garcia. Oui, en effet. Alors, autre point, c'est vrai, ça je pense qu'on pourrait aussi en parler, il y a toute une ambiguïté sur la mort de Lorca, hein, qui est assassiné en Andalousie sauvagement par le régime franquiste, et Dali n'a pas officiellement témoigné de grande tristesse, on va dire. Enfin, il ne s'est pas énormément manifesté à ce moment-là. Alors certains ont vu ça comme une sorte, non pas de trahison, c'est pas le terme, mais façon d'abandonner un peu, si vous voulez, déjà cet ami-amour, hein, puisque c'est un peu les deux avec Lorca. Et quelque part, c'est vrai qu'il y a une grande ambiguïté là-dessus. Mais Lorca a été lâché par d'autres gens. Hein. Là aussi, je pense qu'il faut tempérer le côté un peu triste, je dirais, de cet oubli. Enfin, c'est pas un oubli, mais cette non-réaction de Dali.
Je résume juste en quelques mots, mais dans le rapport entre Dali et le franquisme, il y a quelques éléments officiels. Il n'y a pas de relation humaine, encore une fois. En 61 quand même, on décide le projet du musée Dali à Figueras. Alors ça va être très important pour Dali. Dali, en fait, était un peu jaloux du fait que Barcelone avait décidé la construction d'un musée Picasso. Et le musée Picasso est ouvert en 1963. Mais il est commencé plusieurs années avant. Alors Dali veut faire lui aussi son musée. Et au final, le régime franquiste l'a aidé, puisque le musée Dali de Figueras, il a été financé par le ministère du Logement, par une décision du Conseil des ministres en 1970. Alors ça aussi, tout ça, c'est pas dit dans l'expo, c'est pas dit dans le catalogue, tout simplement parce que la Fondation Dali fait partie des organisateurs de l'exposition du Centre Pompidou. Donc là aussi, il y a peut-être un élément de réponse sur ces oublis ou sur ces petits bémols qui n'ont pas été forcément mis en avant. Et le musée sera inauguré en 1974, un an avant la mort de Franco. Dali, là je cite l'architecte Dolano qui a fait le musée. Dali, pour son musée, avait une conception très claire. Je cite: « Les gens qui viendront voir ce qui est exposé en ressortiront avec l'impression d'avoir fait un rêve théâtral. Ce sera l'anti-Parthénon. Le Parthénon est le symbole de la République. J'ai choisi une coupole qui, comme la monarchie, est ce qui se fait de plus moderne dans le monde et ce qu'il y a de plus légitime. » Bon, c'est clairement dit. Là aussi, c'est le livre publié chez Azan. Je le citerai maintenant comme ça. C'est page 118. Deux dernières dates. En 1962, Dali offre à Gala le château de Pubol, où, on le sait, Gala a organisé... Devenir le marquis de Pubol. Voilà, exactement. Il est devenu le marquis de Pubol en 1982. Officiellement, alors Franco est mort depuis 7 ans, mais c'est le roi Juan Carlos qui l'a fait marquis de Pubol. Et la même année, en 82, il reçoit le grand ordre royal de Charles III, qui est la plus grande décoration. Voilà, donc voilà pour la politique. Je vais aller plus vite sur les autres points, mais juste une dernière chose quand même. Dali, c'est quelqu'un qui, à mon sens, incarne une vision aristocratique de l'artiste. Et c'est pour ça qu'il se considère monarchiste. Franquiste, je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme, mais il aime les régimes autoritaires. Et d'ailleurs, dans le catalogue de l'exposition du Centre Pompidou, Thierry Dufresne met ça en valeur, la fascination que Dali avait pour le pouvoir autoritaire. C'est peut-être une explication, si vous voulez, de ces sortes de placements politiques qui peut, évidemment, alors qui peut choquer aujourd'hui, mais bon, quelque part, il n'est pas le seul non plus à s'être placé comme ça. Et je ne pense pas qu'il faille forcément juger Dali là-dessus. Moi, ce qui m'ennuie juste, c'est que ce sont des choses qui ont été un peu éludées, donc je tenais à les mettre en avant. Je cite juste, alors c'est un tableau dont j'avais promis de parler parce qu'il était présent à l'exposition. C'est le pain catalan ou pain anthropomorphe, une œuvre assez sexuelle, on va dire, pour les gens qui l'ont sous les yeux. Voilà ce qu'écrit Dali à propos de ce tableau. On avait deviné que le pain de Dali ne serait pas destiné à secourir les familles nombreuses. Mon pain était férocement anti-humanitaire. Il symbolisait la vengeance d'une imagination de luxe contre l'utilitarisme du monde pratique. Ce pain serait aristocratique, esthétique, paranoïaque sophistiqué, jésuitique, phénoménal et paralysant. Voilà. Dernier point qui me permet maintenant de parler de l'entourage de Dali. Je vais évoquer quelques personnes clés de son entourage. Dernier point quand même qui est en relation avec le rapport entre Dali et pas forcément le régime franquiste, mais l'Espagne en général. Il faut savoir que Dali a laissé 2 testaments. Alors là, c'est aussi un gros problème qui, je pense, ne peut pas forcément être évoqué actuellement parce qu'on est dans des querelles juridiques assez complexes. Mais je vous renvoie à un article du Monde du 2 mai 1995 d'Harry Bellet ou Belette qui s'intitule L'affaire Dali, qui cite, je le cite, donc Dali a fait 2 testaments, l'un rendu public, fait de l'Espagne et de la Catalogne les héritiers de la totalité de ses biens à part égale, l'autre, négocié par Domenech, alors c'est pas l'entraîneur de foot, c'était un de ses parents, Domenech, sa mère, je crois. Oui, alors, en fait, Domenech a été, il fait partie d'un camp qui, parce que maintenant je vais parler de l'entourage, il faut savoir que, comme ça arrive souvent avec les artistes, il y a eu une querelle pour l'héritage. Évidemment, on voulait se partager, entre guillemets, le gâteau Dali,
Dali faisait souvent des allusions à la cuisine, au côté culinaire dans son œuvre. Et évidemment, le gâteau était très tentant. Alors, il y a eu 2 testaments, et en effet, le deuxième testament, donc tenu secret, déshérite la Catalogne au profit du seul gouvernement de Madrid. Et alors, c'est un gros problème, je n'ai pas le temps d'évoquer tout ça, mais ce qui pose, je pense, enfin, ce qui ne permet pas d'avoir actuellement sans doute une vision objective de Dali, c'est d'une part le fait qu'il est mort en 89, et vous savez que les droits d'auteur courent pendant 70 ans, donc on est loin d'avoir tous les droits possibles, et que, en fait, la question de son héritage est encore en cours. Et c'est pour ça que peut-être aussi Beaubourg ne pouvait pas avoir les mains libres, notamment parce qu'ils étaient obligés de travailler avec les fondations Dali, et si vous dites des choses qui ne plaisent pas sur Dali, on ne vous prête pas les œuvres. Alors on en vient à Gala. Bon, Dali a adoré Gala, et Gala, c'est cette muse si importante pour lui, qui a d'abord épousé le poète Paul Éluard, qu'il a rencontré à Cadaqués, voyage très célèbre d'un groupe surréaliste. Il y avait Buñuel, le cinéaste, il y avait Gala et Paul Éluard, il y avait Magritte, le peintre belge, et puis au cours d'une promenade en barque, bon, Dali était très timide, hein. Il était vierge à cette époque, il l'a dit plus d'une fois. Alors les mauvaises langues ont dit qu'il était même resté après. Je n'aborderai pas la question sexuelle de Dali, sauf quand même avec un tableau qui n'est pas venu au Centre Pompidou. Alors là, je dirais que c'est un petit manque de l'expo, mais à mon sens, c'est une œuvre qui est très rarement prêtée, qui est peut-être même jamais prêtée, parce que c'est une œuvre qui est en collection particulière. Alors ça s'intitule Le Jeu lugubre, vous la trouverez facilement sur le net, et c'est une œuvre 1929 qui, comme Le Grand Masturbateur, ou notamment qui était présent à l'exposition, ou pourquoi pas aussi L'Homme Invisible, qui était un hommage direct à Gala, est une œuvre sexuellement explicite qui en fait aurait permis à Dali de se libérer, cette sorte de frustration terrible qu'il ressentait, notamment par rapport à l'acte sexuel. Alors, le tableau a choqué, parce qu'en bas à droite du tableau, vous avez un homme qui a du sang sur un mouchoir et qui a du caca sur les fesses. Bon, je le dis joliment, enfin pas très joliment, mais... et ça a déplu aux surréalistes. Je prie donc... Alors voilà comment Dali parle du tableau. Gala fut la première à m'avertir que parmi les surréalistes, j'allais souffrir des mêmes vétos qu'ailleurs, et qu'au fond, ils étaient tous des bourgeois. Je pris donc le surréalisme au pied de la lettre, ne négligeant ni le sang, ni les excréments, dont ces tenants nourrissaient leur diatribe. Tout comme je m'étais appliqué à devenir un parfait athée en lisant les livres de mon père, je fus un étudiant surréalisme si consciencieux que rapidement je devins le seul surréaliste intégral. On m'autorisait à représenter des sexes, mais pas de fantasmes anaux. Tout anus était regardé d'un très mauvais œil. Les lesbiennes leur plaisaient assez, mais pas les pédérastes. C'est dans le journal d'un génie, page 21-23 de l'édition précitée. Bon, alors, pourquoi je parle de ça ? Parce que, en fait, si vous voulez, Gala, je veux parler de Gala d'abord de façon positive quand même. Gala, elle a une place essentielle chez Dali, c'est qu'elle l'a libéré sexuellement, elle l'a libéré aussi psychologiquement. Dali racontait qu'avant de rencontrer Gala, il avait des crises de fou rire qui duraient parfois un quart d'heure, il se roulait par terre, et il était tellement mal qu'on a cru qu'il allait vraiment vriller dans la folie. Au final, Dali a dit « J'étais arrivé à un narcissisme presque absolu, notamment au moment de la masturbation. Je suis un jouisseur d'images et ma peinture est une poursuite de l'extase. Je ne suis pas devenu fou parce que Gala a assumé ma folie. De la plus terrible maladie de l'esprit, de mes errances fantastiques, de mes visions paranoïaques, de mon délire, elle a fait un ordre classique. » Donc, si vous voulez, Gala, c'est celle qui a stabilisé Dali sexuellement, enfin, c'est un grand mot, mais elle l'a stabilisé physiquement, sentimentalement et psychologiquement. Sans Gala, Dali aurait peut-être fini à l'asile de fous. Donc, il faut au moins lui rendre hommage pour ça. En revanche, bon, on sait que... je ne vais pas trop aborder la thématique sexuelle, mais il y a beaucoup d'interprétations qui ont été faites des montres molles de cette façon de Dali d'amollir beaucoup d'objets. Certains ont fait une lecture assez basique de l'impuissance sexuelle de Dali. C'est pas du tout impossible. Mais ce qui est sûr, c'est que Gala a épousé Dali pour son génie.
et que très vite, en fait, les rapports entre le couple vont être un peu distendus. Gala a eu énormément d'amants, et d'ailleurs en 1969, quand il lui offre le château dont on a parlé, c'était parce que Gala en avait marre, voulait être retiré, et c'est vrai qu'elle s'est adonnée à des fêtes assez retentissantes. Dali laissait faire. Ce qui est sûr, c'est que le train de vie de Gala a entraîné un besoin d'argent considérable. Et ce qui est sûr aussi, c'est que Gala touchait un pourcentage sur les ventes des tableaux de Dali. Alors c'est le côté obscur de la femme. Elle touchait à peu près, je crois, 10% sur la vente des tableaux et des dessins originaux. Alors j'insiste là-dessus parce que c'est capital pour évoquer le dernier grand chapitre, qui est un double chapitre, sur Dali et l'argent, et la question des faux Dali. Alors, Dali aimait l'argent, il s'en est jamais caché, et Breton, dans son Ontologie de l'humour noir, en 1949, s'est adonné à un jeu de mots, enfin un anagramme très célèbre. Je cite le passage. « Il va sans dire que la présente notice ne s'applique qu'au premier Dali, disparu vers 1935, pour faire place à la personnalité mieux connue sous le nom d'Avida Dollar, portraitiste mondain, depuis peu rallié à la foi catholique et à l'idéal artistique de la Renaissance. » Alors, déjà, le fait que Dali soit retourné vers la religion, ça ne plaisait pas à Breton. Et puis, Avida Dollar, c'est vrai que c'est un bel anagramme. Dali, d'ailleurs, s'est exprimé en disant que c'était bien trouvé, que ce n'était pas de la grande poésie, mais que c'était assez drôle. Ce qui est sûr, c'est que Breton avait donné un surnom à Gala qu'elle ne devait pas trop apprécier. Breton l'appelait le tiroir-caisse. Et on a des anecdotes avérées qui prouvent que Gala, parfois... il faut savoir que Dali, après la Deuxième Guerre mondiale, vit 6 mois en Catalogne, où il peint, et 6 mois, surtout en Amérique, où il vend ses tableaux. Mais à chaque fois, il s'arrête à Paris, à l'hôtel Moritz. Et évidemment, comme on vit dans les plus grands palaces, ça coûte très cher, ce mode de vie. Et puis surtout, on était obligé de louer 2 suites, une suite pour le couple et une suite pour que Dali l'utilise comme atelier. Vous imaginez le budget. Alors, il faut vendre des tableaux, et Gala prend évidemment un pourcentage sur chaque vente. Mais Dali a eu aussi des majordomes, qui étaient à la fois des impresarios, mais en fait des intermédiaires. Et parmi eux, en 1959, il y a eu un homme qui s'appelait Peter Moore. Comme Roger Moore, l'acteur, c'est le même orthographe. Et Peter Moore est une sorte, pas de James Bond, mais pas loin. Et ça rejoint presque le cinéma, parce que c'est un capitaine irlandais qui a fait partie des services secrets anglais, et qui a été ancien capitaine des services psychologiques des Alliés pendant la guerre. Donc vous imaginez que c'est Dali qui a choisi cet homme pour en fait lui servir d'intermédiaire. Ils se sont rencontrés en 1955 à Rome au cours d'un tournage, parce qu'en fait Peter Moore, de soldat et agent secret, il devient, il rentre dans le cinéma, et il a d'ailleurs, il y a un article sur internet, j'en mettrai la référence, puisqu'il a donné un interview sur un site qui s'appelle capcreus.com en 98. Et voilà ce que dit Peter Moore. Donc, il entre au service officiel de Dali en 59. L'entrée dans le marché de l'art n'était pas très difficile pour moi. Je connaissais bien le monde du cinéma. Celui-ci étant en majorité juif, les conditions de vente d'œuvres d'art étaient ainsi réalisées. Pour le succès mondial de Dali, il existait 3 facteurs très importants. Son immense talent, l'influence de Gala et sa puissance de travail. Nous nous voyions quasiment chaque jour. Souvent, je passais à 9h du matin et je trouvais Dali devant son chevalet, le pinceau à la main. Je passais à 9h du soir et la scène n'avait pas changé. Il y avait des peintures partout et Gala était en état de fureur. Elle s'était faite belle et voulait sortir du casino. Elle aimait jouer, mais raisonnablement. Impossible de faire quitter pourtant son œuvre à Dali. Voilà, alors l'homme est assez particulier parce que Dali, donc il touchait 10% comme commission, mais uniquement sur les lithographies. Parce qu'évidemment, comme Gala avait la primauté et l'exclusivité sur les peintures et les dessins, lui, il pouvait vendre des lithographies. Or, chose étonnante, c'est que dans l'exposition du Centre Pompidou, il n'y avait aucune lithographie de Salvador Dali, alors qu'il était annoncé clairement qu'on cherchait à faire une sorte de rétrospective intégrale de l'œuvre de Dali. L'idée, c'était de ne pas oublier une seule partie de sa production, c'est-à-dire la sculpture, le happening avec les vidéos, même la pub, qu'on a plus ou moins rattachée à une sorte de mi-publicité, mi-production artistique. Et
ça a beaucoup compté parce que si vous voulez, au final, Dali en 74 va changer de presario. Et en fait, Dali donnait le nom de Commodore à cet homme, donc à Brooke. Et il y a des anecdotes assez célèbres parce que Commodore, c'est lui qui faisait la réception des intermédiaires, notamment beaucoup de Japonais ou d'Américains qui venaient à Paris dans la suite de l'hôtel Moritz. Et donc en 74, Dali, pour des raisons un peu obscures, a cessé sa collaboration avec Brooke et il a pris un autre intermédiaire qui s'appelle Eric Sabater, qui est un ancien footballeur et un ancien journaliste sportif. Alors, on est quand même un peu dubitatif dans le choix de ces hommes par leur milieu d'origine, parce qu'il n'y en a pas un qui a un rapport avec l'art. Les mauvaises langues diraient qu'il tombait un peu sur les aventuriers qui sont occupés de sa carrière. Alors, Peter Moore a dit que, en fait, quand il avait connu Dali en 1955, Dali était un artiste assez pauvre. C'est excessif, mais enfin... Et il a dit qu'il l'avait laissé avec une valeur de 32 millions de dollars à l'époque. Bon, là aussi, c'est peut-être un peu excessif, mais c'est vrai qu'il y a eu une course à la vente chez Dali qui a été encouragée par son entourage, a priori. Dernier personnage qui va servir d'intermédiaire, c'est Robert Descharnes. Alors, il a fait un livre sur Dali, donc le livre publié chez Taschen. Alors, là, je cite juste un tout petit passage, mais... le livre est encore trouvable parce qu'il a été édité et réédité avec la même pagination. Donc, c'est à la page 206. Je cite, donc les auteurs, c'est Robert Descharnes, qui était un photographe d'origine nantaise, et Gilles Néret. Je ne sais pas qui écrit le chapitre en question, mais vous allez voir quand même que ça manque un peu d'humilité. Il parle du Dali de la faim, ce Dali qui, après la mort de Gala, refuse de s'alimenter, qui se laisse mourir. Et voilà ce qui est écrit. Il faut alors toute la patience de la petite cour qui entoure Dali, et surtout de son homme de confiance, Robert Descharnes, pour déchiffrer et traduire les murmures difficilement audibles qui franchissent ses lèvres. Cela vaut surtout pour les affaires, car Dali continue à diriger lui-même la multinationale Dali. C'est vrai que Dali a toujours refusé de passer par des marchands. Alors ça lui a été reproché, évidemment. Avec Robert Descharnes pour président... Dali a continué à diriger lui-même la multinationale Dali, avec Robert Descharnes pour président. Il a constitué une société, la De Marthe, destinée à défendre son œuvre, son personnage, à pourchasser les faux partout dans le monde et à signer de nouveaux contrats. Et ça nous amène au dernier point que je voulais évoquer, c'est la question des faux Dali. Assez rapidement, parce qu'on va essayer de terminer dans le tempo. Oui, on aura quelques questions après. On aura les questions. Donc on va prendre quand même 5 minutes pour évoquer les faux. Je vais donner des chiffres. Je vais juste faire 2-3 citations qu'on mettra aussi en ligne. Alors, il y a deux choses en fait qui posent problème sur le Dali des années 60, 70 surtout. C'est cette course à l'argent et c'est la question de son travail avec des assistants. Alors ça, c'est une chose qui n'a pas du tout été évoquée dans l'exposition. Et c'est une chose qu'on trouve assez peu dans les livres sur Dali. Le livre sur Taschen n'en parle pas du tout. Alors qu'on sait quand même, et là je reviens au livre publié par Azan, en 1956, Dali a commencé à travailler avec un peintre qui s'appelle Isidoro Bea, B-E-A. En 1956, c'est très tôt. Cet homme était un peintre et décorateur de théâtre. Le problème, c'est que si vous voulez, Dali aurait continué à peindre. Là, je reviens à l'article du Monde qui s'intitule « L'affaire Dali », 2 mai 1995, selon Domenech et Descharnes. Donc ceux qui ont été les derniers titulaires des droits de Dali. Dali est actif jusqu'en 1984 et aurait même produit une centaine de toiles, lui qui d'ordinaire est bien peu prolifique. En fait, personne ne l'a vu peindre après 1982. Donc c'est un problème parce que la dernière production de Dali, c'est à peu près une centaine de tableaux qu'il aurait fait entre 82 et 84, sauf que personne ne l'a vu peindre à ce moment-là. Et la question des assistants, c'est une chose, il y a un néant là-dessus. Alors peut-être qu'il faut savoir que la Fondation Dali, les fondations Dali conservent des archives sur Dali, mais évidemment, peut-être qu'ils ne montrent pas tout. Tout n'est pas disponible forcément aux chercheurs. Là, je mets une hypothèse, je n'ai aucune certitude là-dessus, mais je m'interroge. Donc voilà, alors ça pose problème évidemment parce que toute cette dernière production picturale, pour certains, elle est moins bonne. Autre gros problème, dans un article qui s'intitule « Dali et les autres Dali », on est en 1987,
un certain Manuel Pujol Baladas déclare, je cite, « Je peux dire, et d'autres personnes peuvent le confirmer, que j'ai vu Dali signer des rames entières de feuilles blanches à destination du Japon pour en faire des lithographies. Pour ceux qui me regardent, j'affirme avoir peint plus d'œuvres originales à l'imitation de Dali que le maître lui-même. Ces œuvres d'art sont aujourd'hui éparpillées dans bien des musées du monde. » Alors il cite le musée de Cleveland, qui a été le premier musée américain consacré à Dali, mais il cite surtout 2 tableaux de la Tate Gallery à Londres, l'un des plus grands musées d'art moderne européens. 2 tableaux qui ont d'ailleurs été revendus par Sotheby's à Londres, un peu après l'article. Mais Dali, continue Baladas, ont commencé à circuler dans les années 1976-77. C'était principalement des aquarelles, des lavis et quelques peintures à l'huile. Au total, près de 530 pièces. Le terme des faux Dali, il est évoqué, enfin la question des faux Dali est évoquée par un chapitre qui porte ce titre dans le livre publié par Azan, dont je vous ai donné la référence. Dans le catalogue de l'exposition du Centre Pompidou, on n'en a fait aucune mention. Nulle part. Évidemment, alors on en parle un peu là dans le livre de Robert Descharnes, en disant, voilà, Descharnes, c'est celui qui a cherché à faire la chasse au faux Dali. Alors ça explique une grande suspicion sur le marché de l'art, une très mauvaise cote de Dali par rapport à Magritte, par exemple, qui fait des prix considérables. Je mettrai quelques chiffres en ligne, parce que je pense que ça n'intéresse pas forcément tout le monde, mais il faut savoir que si on prend la cote de Dali, hein, pour les dessins, ça va de 20 000 à 400 000 euros, mais dans une vente très contestée qui a eu lieu à Paris en 2003, faite par Arcurial, c'était la vente de la collection Moore, qui a été obligé de se séparer de sa collection parce qu'il a eu des problèmes de mise en examen. Alors je ne vais pas trop aborder cette question, parce que je ne connais pas forcément le résultat du procès, mais au final, à la vente Arcurial de 2003, il y a eu quand même un dessin de Dali qui est parti à 1 500 euros. C'est pas cher pour un Dali. Donc vous voyez, la cote de Dali pour les dessins, ça va de 1 500 à 400 000 euros. Dernière image, c'est le buste rétrospectif, buste de femme rétrospectif. Vous en trouverez facilement la photo sur Internet, parce que c'est une œuvre qui a été éditée tardivement par Dali à plusieurs exemplaires. J'ai le chiffre, c'est 12 exemplaires, comme le veut la réglementation. 12 exemplaires en 77. Celui qui était exposé au Centre Pompidou, c'est le buste qui appartenait à Sabater, c'est-à-dire l'agent numéro 2 de Dali. Mais dans la collection de Brooke, donc l'agent numéro 1, il y avait aussi un buste. Alors ce buste, il avait été proposé en 2003 par Arcurial, 180 000 euros. Il n'avait pas trouvé preneur, enfin à ma connaissance. Il a été reproposé en décembre 2012, très récemment. Il était estimé 450 000 à 600 000 euros. Il n'a pas trouvé preneur non plus. Donc le marché, si vous voulez, est très réticent par rapport à Dali. Et je termine avec quelques chiffres. On a répertorié 678 signatures différentes de Dali. Ça pose problème, évidemment, quand on est spécialiste de l'artiste. Quelques dates maintenant. En 1965, Dali aurait commencé à signer des feuilles lithographiques en blanc. Alors la lithographie, je vous le rappelle, c'est une gravure sur pierre, assez facile d'accès, parce que on peut faire un tirage assez rapide et assez conséquent. Et Dali, en fait, signait des feuilles qu'on avait juste à imprimer. Il en aurait signé 10 000 en une seule fois chez un éditeur parisien. Et les feuilles étaient vendues par Dali, donc feuilles blanches signées Dali, $1 000. Alors vous imaginez, $100, pardon. $100, et on pense qu'il faisait à peu près 1000 feuilles blanches par heure. C'est rentable. Ça fait production. Oui, ça fait pas mal. Hein. Alors après, si on prend les chiffres, là je reprends le livre Azan, parce que imaginez qu'il y a des... alors Descharnes dit qu'il en aurait déjà supprimé pas loin de 200 000, des fausses lithographies de Dali. Alors évidemment, il n'y avait aucune lithographie de Dali à l'exposition du Centre Pompidou. Bon, je le répète, mais c'est quand même assez étonnant. Il n'y avait aussi aucune sculpture dans la dernière partie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Dali, dans la fin de sa carrière, a laissé produire des sculptures qu'il n'a pas réalisées lui-même, qui sont souvent ce que j'ai coutume d'appeler des produits dérivés de ces tableaux, que vous pouvez voir par exemple au musée Dali de Montmartre. Alors une chose très étonnante, c'est les gens qui veulent aller au musée Dali de Montmartre, qui ensuite veulent aller à l'exposition du Centre Pompidou, ou l'inverse, étaient surpris, ils n'avaient pas l'impression que c'était le même artiste. En effet, le musée de Montmartre, c'est un musée très commercial où vous avez des produits dérivés de Dali. Des sculptures de Dali qui ont été produites dans les années 70, parfois à 150 exemplaires. Parfois plus, à 300 ou à 500 exemplaires.
et qui ont pullulé sur le marché. D'ailleurs, ça serait très facile pour les internautes d'aller voir, il y a certains sites qui proposent encore des sculptures de Dali pas très chères. Donc, si vous voulez, sa réputation est assez mauvaise. Alors, quand même, il y a un événement très important. En 1975, des douaniers à la frontière franco-espagnole ont arrêté une camionnette avec 40 000 feuilles signées en blanc. 40 000 feuilles blanches, signées par Dali. C'est pas un délit, donc on a laissé passer la camionnette. En 1988, M. Gilbert Hamon a été arrêté avec 67 000 fausses lithographies. Aujourd'hui, on pense, avec l'écrémage qui aurait été fait, qu'il y a 100 000 à 300 000 feuilles frauduleusement signées qui ont été utilisées pour faire des fausses lithographies de Dali, choses qui sont parfois d'une grande vulgarité de forme. C'est pas digne de Dali, qui a été l'un des plus grands dessinateurs du XXe siècle. Même des contrats d'édition ont été signés en blanc. Certains circulent encore aujourd'hui sous le manteau. Là, je me réfère à l'article du Monde du 2 mai 1995. Voilà, donc vous voyez, ça fait beaucoup de choses qui n'ont pas été dites sur Dali, que j'avais envie de vous dire ce soir. Et maintenant, juste en conclusion, pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout dit à l'exposition du Centre Pompidou ? Peut-être parce qu'on n'a pas forcément les mains libres, encore une fois, avec le copyright, parce que quand vous faites une expo, il faut avoir le droit de prêt de l'œuvre et il faut avoir son droit de reproduction. Donc si on vous empêche de reproduire l'œuvre dans un catalogue, parce que peut-être vous dites un discours qui n'est pas le bon, ça peut gêner les gens. Et puis il faut savoir qu'il y a, parmi les organisateurs de l'exposition du Centre Pompidou, il y avait quelqu'un de la fondation Dali. Alors, il y a beaucoup, si vous voulez, de choses qui pourraient être dites aussi sur l'homme Dali. Par exemple, c'est vrai, son rapport à la politique, ça j'en ai parlé au début. Mais je voudrais terminer par un article de George Orwell qui s'intitule « L'immunité artistique », qui est publié en 1944, 2 ans avant la publication de la vie secrète de Salvador Dali. Orwell, c'est l'auteur de ce superbe roman 1984, vous savez, l'auteur de Big Brother. Et voilà ce qu'il écrit. Alors, l'article s'intitule « L'immunité artistique ». Ce que revendiquent, en fait, les défenseurs de Dali, écrit George Orwell, c'est une sorte d'immunité artistique. L'artiste doit être exempté des lois morales qui pèsent sur les gens ordinaires. Il suffit de prononcer le mot magique d'art et tout est permis. Il est de qualité que Dali possède indéniablement un don pour le dessin et un égoïsme épouvantable. Il a grandi dans le monde corrompu des années 20, quand la sophistication était à son comble et que toutes les capitales européennes, grouillées d'aristocrates et de rentiers, qui avaient abandonné le sport et la politique pour jouer les protecteurs des beaux-arts. Alors, on sait que Dali, politiquement, était de l'autre côté de Dali, pour faire simple. Mais, et je vais essayer de terminer par une note peut-être plus équilibrée. Mais cela étant, il reste que Dali, et je cite toujours George Orwell, Dali est un dessinateur exceptionnellement doué. C'est aussi, à en juger par la minutie de ses dessins et la sûreté de son trait, un travailleur acharné. C'est un exhibitionniste et un carriériste, mais ce n'est pas un imposteur. Il a 50 fois plus de talent que la plupart des gens qui s'en prennent à sa moralité et qui ricanent devant ses tableaux. C'est une chose de base de l'histoire de l'art, il faut toujours séparer l'homme de l'artiste. Donc j'ai pas voulu confondre les deux, je voudrais être clair là-dessus. Moi j'ai voulu un peu équilibrer parce que je pense qu'il y avait beaucoup de choses de Dali qui n'ont pas été dites, surtout la question des faux. Ça me paraît dangereux pour les gens qui s'intéressent à Dali, de leur faire croire qu'on peut acheter du Dali pas cher. Ça c'est une chose qu'il faut dire. Et puis je pense pour les générations à l'avenir, ce côté obscur de Dali, il faudrait moins le cacher parce que quelque part les artistes qui ont cherché à s'enrichir, c'est peut-être pas forcément humiliant, c'est pas non plus grave en tant qu'artiste. Je pense qu'il y a des dérives sur le marché de l'art actuel, contemporain, et des Dali, il y en a peut-être encore qui font des prix records sur les grandes scènes de vente. Donc voilà, j'espère que tout ça vous fera réagir le plus possible. Merci Guillaume Peigné, on peut l'applaudir. Alors, buvez un petit peu d'eau, vous allez vous préparer pour les questions, parce qu'il y a eu quelques réactions sur Twitter, notamment Mathilde qui nous dit le dessin, 1500 € le dessin de Dali chez Art Curial, qui dit mieux, ouais c'est vrai. On parle d'ailleurs du prix et de ce qu'il valait. Il y a une question qui revient dans le public, c'est il valait quoi Dali du temps de son vivant ? J'avais déjà un peu répondu. Oui, non mais j'ai quelques chiffres. Dali, c'est quelqu'un qui a vendu ses tableaux assez cher dès le début. Faut savoir qu'il est passé par un système un peu particulier dans les années 30. Il avait
des difficultés économiques liées au fait que son père les chassait de chez lui. Le père était l'un des grands notaires de Figueras, mais à cause de la relation avec Gala, et puis surtout d'un portrait très célèbre, enfin d'un tableau célèbre qui s'intitule, le tableau où il a craché sur le portrait de sa mère, tableau qui était dans l'exposition. Qui a poussé son père à le mettre dehors. Voilà, exactement. Son père l'a chassé. Puis aussi parce que, il aimait pas trop la relation avec Gala, qui était une femme mariée. Et Dali n'a pas pu se remarier avant la mort de Paul Éluard. Dali, il avait besoin d'argent. Alors, il y a eu un groupe de grands collectionneurs parisiens, d'aristocrates notamment. Il y a le vicomte de Noailles, qui est très célèbre en tant que mécène de l'entre-deux-guerres, qui fait partie de ce groupe. Ce groupe s'appelait le Zodiac. Et en fait, ce sont des gens qui ont assuré une mensualité à Dali. C'est-à-dire qu'ils se cotisaient, ils mettaient de l'argent dans une sorte de caisse et on donnait un salaire mensuel à Dali. Et en échange de ça, le groupe recevait un tableau par mois. Alors, de mémoire, je crois qu'on tirait au sort, c'est-à-dire chaque membre des 12 groupes, les 12 membres du groupe recevaient un tableau, c'était comme ça, on tirait au sort. Et ça a permis à Dali... C'était le crowdfunding de l'époque, en fait. Oui, mais c'est vrai que c'est très étonnant parce que il a fonctionné comme ça. Enfin, tout au long de son vivant et de ses œuvres, on sent qu'il était extrêmement visionnaire derrière toutes ses facéties, sa drôlerie, parce que derrière le pop art, c'est largement inspiré de ce qu'il faisait. Oui, dans son rapport. Il a été en effet précurseur pour pas mal de choses. Je pense que l'exposition Pompidou cherchait à le montrer. L'artiste qui fait de la pub, on peut parler des artistes du pop art, ou à Ben. Vous savez, Ben, qui aussi a joué sur cette sorte de connexion ambiguë entre art et publicité. Donc l'idée d'un artiste contemporain qui utilise la publicité à la fois comme médium artistique et comme source de revenus, c'est vrai que Dali a été précurseur sur ce coup-là. Et l'exposition a joué là-dessus. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on a occulté le mauvais Dali, c'est-à-dire le Dali de la production de masse, la production commerciale. Mais il faut savoir, dans les années 60-70, on a des artistes comme les minimalistes américains qui ont produit des œuvres en série. C'est-à-dire, on en avait marre, si vous voulez, de limiter le tirage. Parce que, évidemment, qui dit tirage limité dit moins de sources de revenus. Et on a tiré des œuvres à des milliers d'exemplaires, même des sculptures. Donc, si vraiment on voulait être objectif, il fallait, dans la dernière partie de l'expo, mettre aussi ces sculptures très commerciales moi, j'aurais bien fait, par exemple, une exposition avec des thématiques. Et on aurait pu avoir Dali et l'argent, ou Dali et la production de masse, et ainsi de suite. Ça donnera peut-être des idées. Je suis pas sûr que ça... je sais pas, juste une dernière chose. Alors, pour les prix, parce que c'est pour répondre à la question, bien sûr. Les prix ont fait que grimper, surtout à partir de son installation aux États-Unis dans les années 40. Je vous donne juste un chiffre. Alors, Dali a vendu à cette époque-là des grands tableaux religieux. En 1952, le musée de Glasgow a acquis le célèbre Christ Saint-Jean de la Croix pour 8200 livres sterling, qui est un prix énorme pour l'époque. En 55, on lui achète un autre tableau religieux qui est au Metropolitan de New York, $15,000. Et en 58, donc 3 ans après, on lui rachète toujours un Américain, c'est le président d'une compagnie aérienne, on lui rachète un tableau religieux, c'est une vierge, cette fois-ci, la Vierge de Guadeloupe. Et là, on est passé à $25,000. Donc vous voyez, en 55, $15,000, en 58, $25,000. Donc après 45, Dali a fait des prix considérables pour ses grands tableaux religieux et ses portraits, qui étaient surtout recherchés par le marché américain. Et alors justement, il y a une question d'un auteur inconnu qui dit « Si Gala n'était pas rentré dans la vie de Dali, aurait-il eu la même trajectoire et le même rapport à l'argent ?» On en revient au rôle qu'a joué Gala, qui a à la fois sa muse et qui... Il y a eu pas mal de... C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'écrits sur Gala. En gros, est-ce que Dali... Ça, c'est vraiment une question difficile, parce que quand on regarde bien, Gala, c'est un peu l'ange noir, si vous voulez. C'est quelqu'un que... Mais je pense que pour Dali, la question ne se posait pas. Parce que, il faut savoir qu'à un moment, il a signé ses œuvres et lorsqu'il il parlait de lui-même, il se faisait appeler Gala Salvatore Dali. C'est-à-dire qu'il avait uni le nom de cette muse et de sa compagne à son nom à lui. Donc, si vous voulez, pour Dali, la séparation avec Gala, elle n'est pas possible. Quand Gala meurt en 82, il cesse de s'alimenter, il se déshydrate petit à petit. Et c'est un homme qui se laisse mourir de façon assez épouvantable, d'ailleurs. Hein. Donc, on peut pas, je dirais, répondre par rapport à la vie de Dali. En revanche, est-ce que Gala a joué beaucoup dans la passion de l'argent ? Ça paraît indubitable, notamment dans le fait que Dali était poussé. Alors, il y a des anecdotes assez célèbres. Hein. Gala aurait enfermé un jour Dali dans un grand hôtel américain
parce qu'il n'avait pas terminé le portrait d'une personnalité américaine. En disant, voilà, tu sortiras pas tant que tu n'as pas fini le tableau. En gros, hein, je cite pas, je résume. Mais c'est vrai que Gala, si vous voulez, avait un train de vie qui a forcé Dali à aimer peut-être plus l'argent. Bon, il y a une autre chose à évoquer, c'est que Dali et Gala avaient ce système de SDF de luxe, parce qu'ils vivaient à l'hôtel 6 mois de l'année. Donc ça rajoute là-dessus. Et quand même, Dali, dans plusieurs interviews télévisées, a avoué sa passion pour l'or. Alors c'est le Dali de la fin. Dali, est-ce que c'est encore de la provocation? Est-ce que c'est la question qu'on se pose à chaque fois qu'il déclare quelque chose? Ouais, c'est vrai. Mais si on sait qu'il faisait collection de lingots d'or quand même. Hein. Il y avait une passion pour le métal, même bon. Donc après, est-ce que Dali Avida Dollar, pour reprendre le terme de Breton, est-ce qu'il aurait existé sans Gala? Sans doute pas. Mais de toute façon, Dali n'aurait pas existé sans Gala, si on prend sa vision à lui. Il y a d'autres questions qui arrivent par mail, notamment celle de Laura Albanesi qui nous demande: est-ce que les peintures de Dali ne sont pas seulement abstraites, mais elles sont aussi inspirées par sa vie, sont-elles aussi inspirées par sa vie personnelle et sociale? Alors, ça dépend. Dali a en gros, si vous voulez, une grande partie de son œuvre surréaliste, celle qui intéresse le plus, en tout cas le grand public, est inspirée par un système assez particulier. C'est que Dali a inventé une méthode qui est bien évoquée dans l'exposition, la méthode paranoïaque critique. Donc en gros, il laisse apparaître des visions sur la toile de façon éveillée. C'est un rêve éveillé? Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il explique qu'il se met devant le tableau, il se concentre sur la toile et attend que des images un peu fantastiques apparaissent. Alors c'est aussi là où, évidemment, on a affaire à quelqu'un qui a frisé pas mal la folie, qui a eu beaucoup de visions, mais Dali peint très peu d'après le rêve, par exemple, comme l'ont fait d'autres surréalistes. Il y aurait eu que 2 tableaux qu'il aurait fait d'après un rêve, notamment le portrait de Lénine les portraits de Lénine sur le piano, qui est au musée du centre Pompidou, qui était à l'exposition. Ça fait partie des tableaux dont il a dit qu'il avait eu un rêve en vision à l'origine. Mais en revanche, il y a beaucoup d'œuvres qui sont des sortes d'images doubles et qui sont liées sans doute à des travaux de vision sur la toile blanche. Donc il développe une propre vision. Et il prend souvent comme référence un passage du traité de la peinture de Léonard de Vinci, où Léonard raconte qu'un jour, en regardant le plafond de son atelier, il y avait une tache une sorte de moisissure au plafond, et que Léonard a vu une vision, je crois, une bataille de cavaliers, et il raconte ça dans son traité en disant que quelque part l'imagination de l'artiste est capable comme ça de produire des images qui seront en effet des images doubles. Donc c'est comme ça que fonctionne Dali. En revanche, est-ce qu'il y a beaucoup de choses autobiographiques dans Dali? Indirectement ou directement, c'est difficile de répondre parce que c'est toujours codé chez lui. Par exemple, la fourmi qui revient souvent, c'est un cauchemar d'enfance. La tête de lion qui revient souvent, c'est un attribut, c'est un symbole pour le désir sexuel masculin. Le cheval blanc, c'est le désir sexuel féminin. Il y a c'est comme ça qu'il a expliqué ou il a expliqué. Hein, c'est là aussi où c'est quand même un artiste sur lequel il y a des sources très, très, très claires. Ce sont tous ces écrits autobiographiques. Je crois qu'en tout, il y a 5 autobiographies qui ont été publiées. Et lui, il explique ça. Il explique ce que ça représente. Contrairement à d'autres artistes, lui donne les clés pour comprendre ses tableaux. Oui, il les a quand même, c'est vrai, donnés en partie. Ouais. Il les a donnés en partie. Et puis, alors, il y a toute une dernière partie de sa production, celle d'après la guerre, où, évidemment, c'est autobiographique dans le sens où il a dit avoir retrouvé une sorte de croyance en la religion. Il n'aimait pas trop employer le terme de foi. Et puis, surtout, il y a Gala qui devient une sorte de vierge répétitive. Et Gala, quelque part, elle est omniprésente dans sa peinture du début jusqu'à la fin. Soit par message codé au début, mais ensuite par portrait direct. Alors les commentaires continuent. Alors il y a certainement un provocateur, Pikachu, je ne sais pas si c'est en référence à Picasso, qui dit: Dali était un artiste qui ne se prenait pas au sérieux, c'est pour ça qu'on l'aimait hier et qu'on l'adore aujourd'hui. C'est rafraîchissant, sauf que ça fait tache dans le monde si coincé de l'art. Il y a quelque chose derrière tout ça, c'est le désamour ou le mépris de certains de ses contemporains pour Dali venait aussi du fait qu'il ne se prenait pas au sérieux. Est-ce qu'il ne se prenait pas vraiment au sérieux? Peut-être que si, finalement. Oui, alors là, ça dépend de ce qu'on appelle se prendre au sérieux. Parce que si on prend l'exposition, tout l'enjeu de la deuxième partie, c'était justement une idée inverse à celle de notre internaute.
C'est-à-dire de dire qu'en fait, ce Dali clownesque, pour le dire simplement, celui qui fait de la pub pour les chocolats, celui qui fait des happenings en jetant de la peinture sous une bulle, c'est en fait un Dali qui avait calculé tout ça. C'est-à-dire que, et quand on prend les commentaires des gens qui l'ont connu, Dali, c'est quelqu'un qui a un QI supérieur à beaucoup de gens. D'ailleurs, c'est prouvé. Il faut savoir qu'il lisait des livres scientifiques très pointus, sur la physique nucléaire notamment. Il a commencé ça dans les années 1930. Et à la fin de sa vie, il organise notamment des colloques avec des scientifiques très poussés sur la tectonique des plaques et ainsi de suite. Dans sa bibliothèque personnelle, on a retrouvé plein d'ouvrages scientifiques à noter. Donc c'est quelqu'un, si vous voulez, qui a une intelligence presque, enfin pas presque, supérieure à d'autres, mais qui a une instabilité psychologique qui du coup l'amène en effet à aller dans une sorte de délire permanent. La vraie question, c'est de savoir, est-ce que Dali, par exemple, il y avait toute une série de vidéos qui étaient présentées au Centre Pompidou, qu'on peut retrouver facilement d'ailleurs sur Internet, les interviews télévisées. Sur l'INA, oui. Voilà, il y a des choses qui sont... On voit l'intervieweur de la télé qui est là, qui reste très sérieux, et Dali qui sort des trucs, mais complètement bidonnants, délirants, sur ses moustaches. Oui, il reproche à la production de télé de s'être noyé dans un verre d'eau parce qu'ils n'avaient pas pu faire le happening que lui aurait souhaité en amenant du gondron dans une baignoire. Enfin, il était capable de tout, et même je pense qu'il le savait, puisqu'il déclare aussi que capter 30 minutes d'attention dans un média, c'est très rare. Lui, il a réussi à le faire pendant 20 ans. Oui, c'est pour ça que... Alors, en gros, pour finir répondre à la question, oui et non. Oui, c'est vrai que Dali ne se prenait pas au sérieux, mais c'est une image qu'il donnait. Donc, en fait, c'est un calcul en tant qu'artiste. Et je dirais qu'il faut le rapprocher peut-être d'une école du XXe siècle qui a été au cinéma celle du burlesque. Les Buster Keaton, beaucoup de gens en fait qui, si vous voulez, estimaient que une sorte de dérision, une école de la dérision qui a été celle du XXe siècle, c'est vrai au cinéma, mais aussi en art. Et on repense à Duchamp, à Dada, qui, vous le savez, a fait commencer le siècle avec justement une sorte de réflexion à la fois humoristique, mais aussi assez agressif sur la notion d'œuvre d'art. Il faut savoir que Duchamp était un grand ami de Dali. Juste un exemple, lorsque Breton a voulu en 1960 exclure Dali d'une exposition surréaliste à New York, alors en 60, Breton est un peu isolé parce qu'il s'est exilé comme tant d'autres à New York, et Breton veut exclure Dali de cette exposition surréaliste. Et c'est Duchamp qui refuse l'exclusion. Parce que Duchamp a toujours soutenu Dali. Donc, dans cette, si vous voulez, tendance d'un art de la dérision, oui, c'est vrai, Dali a fait beaucoup de bien, sans doute. Et c'est vrai qu'on peut considérer que s'il a un petit peu déplu au chef du surréalisme, c'est parce qu'il allait trop loin là-dedans. Parce que vous comprenez que pour Breton, c'est bien joli l'humour, et ainsi de suite. Breton qui a fait l'anthologie de l'humour noir. Mais l'humour de Dali, en fait, pour Breton, il discrédite l'engagement politique du mouvement et ses idées esthétiques. Si on n'arrête pas de délirer, après on n'est plus crédible. Finalement, c'était le surréalisme le plus abouti, le plus extrême dans sa façon de concevoir le surréalisme. Ouais, beaucoup l'ont dit et je pense que c'est pas faux. Ouais. Allez, quelques questions parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Thibaut24 qui dit: pourquoi n'entendons-nous jamais parler de la face cachée de Dali alors qu'il avait l'air proche à certains moments de sa vie de la dictature espagnole, ou pourquoi des personnalités à l'image du dramaturge Albert Boadella tentent de minorer son action? Ça, on y a répondu. Oui, mais parce que encore une fois, c'est un artiste dont on ne peut pas faire en fait une sorte d'inventaire. Hein. Il y a une expression politique qui était restée célèbre, c'est du droit d'inventaire. Je pense qu'il y a un inventaire à faire sur Dali, mais qu'on ne peut pas le faire tout de suite. C'est un peu, vous savez, comme des affaires politiques, je pense... je sais pas moi, l'affaire Kennedy et ainsi de suite, il y a sans doute des archives qui sont pas encore sorties parce que évidemment les gens de l'entourage de Dali ne le veulent pas, la fondation Dali peut-être ne veut pas non plus, et puis il faut toujours, généralement l'histoire de l'art arrive à faire un bilan cohérent et objectif au bout d'un siècle. Donc il faudra encore, je pense, deux expositions Dali pour qu'on arrive peut-être à une vision objective sans tabou. Alors il y a Jubilanou qui nous pose la question: la symbolique de mort qu'on retrouve partout dans l'œuvre de Dali est-elle uniquement due à la mort de son frère? Était-ce une échappatoire, une manière d'exorciser ses peurs?
On peut le rappeler, vous pouvez le rappeler, la naissance de Dali, ses parents lui disent c'est ton frère réincarné, son frère qui est mort quelques mois auparavant. Oui, enfin, ils lui disent même, ils disent pas vraiment, enfin, dans le sens où, c'est vrai que Dali est né 9 mois et 10 jours après son frère mort, parce qu'il a eu un premier frère qui est mort à 22 mois. Qui s'appelait Salvatore aussi. Voilà, qui avait le même prénom que lui, et les parents ont eu quand même la mauvaise idée de lui redonner le même prénom. Et Dali, notamment pour ses premiers autoportraits, a dit qu'il devait se forger un visage, mais c'est aussi une identité. Alors, les problèmes psychologiques de Dali, qu'a souvent cité Freud, qui a été d'ailleurs obnubilé par Freud, parce qu'il est l'un des premiers à avoir acheté dans les années 20 ses œuvres complètes, à les avoir lues, à les avoir intégrées. Je pense que ça aussi, c'est peut-être, si Dali est si populaire, c'est qu'il a été le grand artiste freudien du XXe siècle. Et le XXe siècle restera le siècle de Freud, donc quelque part, toute cette symbolique cachée au niveau sexuel, parce qu'il y a toujours des choses, des objets phalliques plus ou moins, et ainsi de suite, mais il y a des degrés de lecture à chaque fois dans les œuvres. Alors justement, je vous coupe Guillaume, sur la sexualité, Claude nous demande quelle était la véritable sexualité du peintre, et en avait-il une ? Vous avez dit que vous parleriez pas de sexualité. Non, mais alors, est-ce qu'on le sait ? Oui, alors au début, Dali s'est posé beaucoup de questions, parce que quand il arrive à Madrid à la résidence des étudiants, Lorca, le poète, qui lui connaît son homosexualité, Lorca tombe amoureux de Dali. Dali tombe sans doute amoureux de Lorca au niveau intellectuel, mais Dali a dit, et c'était d'ailleurs un interview télévisé qui était diffusé au Centre Pompidou, il a dit qu'en fait avec Lorca, leur relation amoureuse n'avait pas pu se faire pour des raisons mécaniques. Alors c'est vrai que si on prend Dali la sexualité, il est obnubilé par les fesses, par la sodomie, par la masturbation. Mais la question de sa sexualité hétérosexuelle, entre guillemets, a eu du mal à s'affirmer. Et sans doute que Gala a beaucoup joué pour ça. Il y a un tableau célèbre qui est les Métamorphoses de Narcisse, où d'un côté vous avez un homme nu qui regarde ses fesses, et de l'autre côté, et au milieu vous avez un homme, c'est sans doute le même homme nu, qui est entouré par des femmes. Donc on pense, c'est un tableau de 1929 je crois, on pense que Dali ici essayait de montrer qu'il avait découvert ou compris son hétérosexualité. Mais il est... alors après, l'impuissance de Dali, c'est vrai, on le sait que de toute façon, ça devait pas être quelqu'un de sexuellement très, très demandeur, voire très performant. En tout cas, c'est ce que laissent à penser tous les commentaires qui traînent autour de Gala et de ses nombreux amants. Mais attention, il y avait une autre chose, c'est que Dali était... alors il a eu d'autres maîtresses, alors... Oui, il y a eu une jeune femme dont j'ai oublié le nom, d'origine russe aussi, je crois, qui a été une sorte aussi de muse. Et puis Dali était un grand voyeur. C'est-à-dire qu'il l'a dit d'ailleurs dans certains écrits autobiographiques. Alors on peut comprendre d'ailleurs quand on les lit pourquoi Franco voulait pas que ça soit publié officiellement en Espagne. Mais Dali était un grand voyeur. On sait qu'il y a pas mal dans les orgies qu'on organisait parfois avec les hippies et compagnie, devait y avoir des scènes érotiques auxquelles Dali assistait, qui pouvaient ensuite l'inspirer pour d'éventuels tableaux. Del Fuego qui nous demande où peut-on retrouver le plus d'œuvres de Dali ? C'est à Figueras ? Alors, de mémoire, le nombre de tableaux, c'est le musée Dali de Saint-Pétersbourg, mais en Floride. D'accord. Pas à Moscou, enfin pas, pardon. C'est pas le même climat, faites attention. Non, c'est pas le même climat. Mais en fait, c'est un musée qui est construit, réalisé en 1982 par un grand collectionneur américain de Dali qui avait des œuvres surtout de la femme, mais aussi quelques œuvres de la jeunesse. Et donc il y a eu 2 musées Dali, d'abord un à Cleveland, je crois que c'est 71 de mémoire. Et puis ensuite, donc en 82, ce musée de Saint-Pétersbourg. D'ailleurs, le musée, c'est pas très loin de Miami, c'est même surtout proche de Tampa, qui est une des villes de la côte de la Floride. Et c'est un musée qui comprend énormément de tableaux de Dali. Et c'est d'ailleurs dans ce musée que la sœur de Dali a donné ses tableaux. Parce que, ça aussi, c'est un élément que je n'ai pas eu le temps d'évoquer, mais les rapports avec la sœur ont été très complexes. Dali a été déshérité plus ou moins par son père, et sa sœur a confisqué un peu les tableaux qu'il avait laissés dans la famille, et elle les a donnés en partie à ce musée-là. Donc, en nombre d'œuvres, ça serait ça. Il n'y a pas énormément d'œuvres à Figueras. Dali est très bien représenté dans les musées américains, mais ponctuellement. Et puis, il a aussi 2-3 tableaux importants à la Fondation Guggenheim à Venise.
Donc il est bien. Et puis Centre Pompidou a quand même quelques tableaux majeurs aussi. Merci encore Guillaume Peignet d'être intervenu, de nous avoir présenté cette face cachée de Dali. Je crois que les questions c'est terminé. Vous pouvez l'applaudir encore une fois. Voilà, c'était un nouveau format de conférence. J'espère que l'interactivité vous a plu, l'interactivité avec les moi j'aime beaucoup. Il y a des émissions de radio qui s'appellent On refait le match, on refait l'actu, on refait le monde. Ouais. Et moi je trouve ça dommage parce qu'on refait jamais l'expo et je pense qu'il serait parfois bien de le faire. Donc peut-être qu'à l'avenir on en fera plus. Ça donnera des idées à Francis et à toute l'équipe de Maestro Conseil et de SoundsMap. Un grand merci de nous avoir suivis. J'espère que vous en avez appris